Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cet entretien avec un économiste. Dans cette discussion, nous allons parler donc des grandes monnaies dans les transactions financières, le rapport de ces monnaies par rapport aux monnaies émergentes. Dans cette discussion, il sera également question des nouvelles tendances dans le domaine des grandes monnaies, y compris les défis et les perspectives que présentent ces tendances. Et notre invité pour parler de ces sujets, c'est un ingénieur en finance. Il est le président de l'association Veille économique. Il est le coordonnateur de la coalition LIDAO. Lui, j'ai nommé Dodi Nete Koumou. Il est également économiste. Bonsoir, monsieur Koumou. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau pour cet entretien. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Merci bien. D'entrée de jeu, comment se porte l'association Veille économique? Pour répondre à la question, Veille économique se porte bien. Nous venons tout juste d'entamer une bataille au Togo où nous avons été choisis par 12 autres associations de la société civile pour porter une plainte contre X dans le cadre de ce que nous appelons au Togo aujourd'hui l'affaire Covid-Gate, où nous avons constaté dans le rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo qu'il y a eu des malversations financières qui ont été relatées dans ce rapport. Donc nous nous battons au niveau de la société civile togolaise pour que les gouvernants puissent rendre compte à nos populations. Donc Veille économique est dans cette bataille et nous espérons tous que nous allons pouvoir permettre à nos populations de comprendre le tenants et les aboutissants de cette crise qui a été relatée dans le rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo. Justement. D'accord. Puisqu'il s'agit donc des comptes, des finances, justement, nous allons repartir donc sur l'histoire de ces grandes monnaies. Et quand on parle de grandes monnaies, on fait donc référence donc au dollar. Alors, avant que ce dernier ne devienne référence en matière de transactions financières, est-ce qu'il y avait d'autres monnaies qui étaient déjà dans le système? Oui, avant la Seconde Guerre mondiale, déjà au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait des monnaies. Je vous dirais par exemple qu'en France, au XVIIIe siècle, donc en 1700, il y avait la pièce d'argent qui était utilisée, qui était appelée écu, qui était utilisée dans les opérations de transactions en France. Et ensuite, il y a la monnaie or qui était également utilisée, qu'ils avaient nommé Louis. En fait, je crois que c'est en référence à leur roi. Donc, il y avait déjà à l'époque ces monnaies divisionnaires, puisque les monnaies en pièces sont appelées les monnaies divisionnaires. Et au 19e siècle est apparue la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, donc, qui étaient en circulation. Donc, puis la livre sterling, le franc français sont apparus, mais le dollar s'est imposé véritablement après la Seconde Guerre mondiale, avec la remise en cause du système monétaire international, où les accords de Bretton Woods ont permis d'avoir un nouveau système monétaire international dirigé et supervisé par le FMI. Donc, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux qui sont aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et puis la Russie, ont décidé, au cours des accords de Bretton Woods, de choisir dans un premier temps le dollar comme monnaie de référence, et où on est rentré dans ce qu'on appelle un système monétaire étalon dollar. Bon, ce système, quelques années plus tard, en 1976, avec les accords de Jamaïque, a changé, puisque au départ, en 1945, il y avait une parité fixe. Et puis, avec les accords de Jamaïque, on est passé à une parité fixe et flottant selon le désir de chaque nation. Donc, avant le dollar qui s'est imposé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait bel et bien un certain nombre de monnaies, parce que l'Empire britannique se basait essentiellement sur la livre sterling, donc qui était utilisée dans l'espace britannique. Et tandis que le franc français
Au départ, l'écu, lui, était utilisé au niveau ce que je peux appeler l'Empire français ou francophone. D'accord. Alors, mais non, bien que ce dollar est aujourd'hui vu comme référence, peut-être je prétends le dire de cette façon, mais est-ce que la crise de Covid-19 qui est passée par là et qui a mis même certaines économies dites solides en berne n'a pas créé cette faille? Parce que là, il y a certaines grandes puissances qui cherchent donc à trouver donc, une alternative au dollar qui est fixé comme, je vais dire, le nombril des économies des grandes puissances. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même la crise ukrainienne, en réalité, a pour cause, l'une des causes fondamentales, c'est la remise en cause de l'hégémonie du dollar dans les transactions internationales, mais également de l'hégémonie du FMI dans la Banque mondiale. Cette semaine ou la semaine passée, je ne sais plus trop, le président brésilien est allé mettre à la tête Madame Dilma Rousseff en Russie, à la tête de ce qu'ils appellent la banque des BRICS. En fait, tout ça fait partie de ce projet-là où il y a un certain nombre de puissances telles que la Chine et la Russie qui remettent en cause effectivement l'hégémonie du dollar. Mais en réalité, l'hégémonie du dollar provient du fait que le dollar s'est imposé véritablement, provient du fait que sur le plan je dirais, politique, eh bien, les États-Unis sont présentés comme, en tout cas, les investisseurs et l'ensemble des milliardaires du monde considèrent les États-Unis comme étant un État politiquement stable, où les anticipations peuvent se faire sans aucun problème. En fait, il y a cette raison fondamentale qui fait qu'un investisseur n'aime pas le risque, il n'aime pas l'incertitude. Donc, lorsque vous êtes milliardaire aujourd'hui sur cette planète, eh bien, vous avez plus de certitude à mettre en dollars votre fortune que de le mettre en roubles. Pour une simple raison. Lorsque le président Biden décède aujourd'hui, tout le monde sait, tous les investisseurs sur le plan mondial, tous les hommes d'affaires et femmes d'affaires savent qu'il n'y a pas de risque à quel est le processus qui va être engagé pour qu'on puisse avoir une continuité directe du fonctionnement de l'administration américaine. En revanche, si M. Poutine décède aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui peut se passer en Russie. Donc, en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas prendre le risque de faire des affaires en roubles. Vous préférez faire des affaires en dollars. Vous ne pouvez pas prendre le risque de considérer le rouble comme une réserve de valeur pour votre fortune, mais plutôt le dollar. Parce que vous avez plus de certitude à conserver votre fortune en dollars qu'à le conserver en rouble. C'est la même chose pour le yuan chinois. Le système politique chinois est un système politique dictatorial qui fonctionnait très bien jusqu'à Xi Jinping qui, aujourd'hui, a changé la constitution et veut rester indéfiniment au pouvoir, en tout cas jusqu'à sa mort. Cela entraîne une certaine incertitude dans le fonctionnement de l'économie chinoise, donc de la monnaie chinoise. Ce qui fait que lorsqu'un investisseur veut aujourd'hui faire des affaires sur le plan mondial, il préférerait faire ses affaires en dollars plutôt que de le faire en yuan. Donc ça veut dire que le dollar assure une certaine stabilité. Oui, parce que derrière le dollar se trouve une certaine stabilité politique et militaire. D'accord ? Parce que l'imposition d'une monnaie au monde provient également de cette force militaire qui permet à un pays, à la fois sur le plan économique, commercial, militaire, d'imposer sa monnaie au monde. C'est ce qui manque aujourd'hui à toutes les monnaies de l'Afrique subsaharienne. Bon, donc, en réalité, c'est de là provient le fait que le dollar se soit imposé. Aujourd'hui, il est vrai qu'en dehors de cette, je dirais, lutte de zone d'influence où le multilatéralisme est remis en cause par Poutine, par la Russie, qui veut récupérer ces zones d'influence et qui l'a poussé à entrer en guerre, il y a effectivement cette problématique de l'hégémonie du dollar. Mais en tant qu'économiste, moi je pense, c'est tout à fait personnel, je pense que les systèmes politiques de la Chine et de la Russie ne permettent pas aujourd'hui de faire confiance en leur monnaie parce que, en tant qu'investisseur, vous avez, et en tant que, moi je suis ingénieur en finance, je travaille sur la bourse et journal des valeurs mobilières. Lorsque vous voulez investir dans des actifs, vous voulez conseiller à un client
à acheter des actifs, vous anticipez. Donc, vous devez savoir exactement ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, si vous voulez aujourd'hui faire du commerce sur le plan international, vous anticipez les systèmes politiques et chaque monnaie et vous faites un choix en fonction du risque et de l'incertitude qui se présente à vous. Donc, aujourd'hui, il est clair que face à ces systèmes dictatoriaux, aucun investisseur ne voudrait prendre le risque de commercer en rouble ou en yuan. Il préférerait en tout cas commercer en dollars. Même si aujourd'hui, la manufacture ou les industries qui produisent, qui fabriquent la plupart des biens se trouvent aujourd'hui en Chine, il se trouve que même dans ces cas-là, toutes ces entreprises, à 50% voire 60%, commercent dans le dollar plutôt que dans le yuan, même tout en étant chinois. D'accord. Alors, parmi ces monnaies que vous venez de citer, le dollar, l'euro, la livre sterling, le yuan et tout, on remarque que certaines monnaies ont plus de valeur que d'autres. Mais qu'est-ce qui explique que certaines monnaies prennent plus de valeur que les autres? Il y a un concept que beaucoup ne savent pas, et qui ne comprennent pas, il y a un concept d'imposition de sa monnaie au monde. En réalité, lorsque vous avez votre propre monnaie, lorsque tous les pays africains estiment que la monnaie relève de la souveraineté d'un État, oui, mais bon, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la monnaie qui fait partie des attributs de souveraineté. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Oui, notamment la puissance militaire. Je vais peut-être expliquer ça plus tard. Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut d'abord réussir à imposer sa monnaie au monde pour que votre monnaie puisse avoir cette force. Souvent, lorsque je discute ou j'essaie de faire un peu de pédagogie sur ma page Facebook pour expliquer aux gens ce que c'est que la monnaie, je pose cette question-là. Pourquoi vous pouvez prendre le CD et ne pas pouvoir l'utiliser à faire des opérations au Nigeria, alors que lorsque vous prenez le dollar, vous pouvez faire des opérations aussi bien au Nigeria qu'au Ghana. Pourquoi? Parce que le dollar s'est imposé au monde. Parce que le yen, qui est la monnaie japonaise, s'est imposée au monde. Parce que le yuan a fini par s'imposer au monde. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le panier du DTS, des droits de tirage spéciaux du FMI, la monnaie du FMI. Oui. Ce panier de DTS, en réalité, était composé jusqu'en 2016 de 4 monnaies. Il y avait la livre sterling, l'euro, le dollar, et puis la livre sterling, l'euro, le dollar, et puis le yen, la monnaie japonaise. Puis en 2016, s'est ajouté le yuan, parce que l'économie chinoise a tellement progressé, elle est devenue deuxième puissance économique du monde, et de manière à ce que une certaine partie, je crois qu'ils sont à 10% du DTS, eh bien, des opérations de transactions internationales extérieures se font aujourd'hui en yuan. Donc, le FMI a été obligé d'ajouter à ce panier le yuan. Alors, qu'est-ce qu'on appelle imposer sa monnaie au monde et que les pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas réussi à faire? Eh bien, le processus passe par le fait que par la théorie de ce que nous appelons la théorie des avantages comparatifs, vous déterminez un bien que personne ne produit dans le monde, et vous vous affirmez dans ce bien-là. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Si la Côte d'Ivoire décide de transformer 100% de ce cacao en chocolat, il se trouve que l'ensemble des acheteurs de chocolat, des approvisionnements de chocolat, se feront de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La matière première, le cacao, est importée en Europe, et notamment l'Allemagne et la Suisse, ils fabriquent le chocolat. Donc les approvisionnements se font chez les Occidentaux, alors qu'eux, ils ne produisent pas la matière première. Supposons que la Côte d'Ivoire arrive à transformer 100% de son cacao, et que si vous voulez acheter du chocolat, il faut vous approvisionner en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut imposer, avec un seuil de transaction donné, peut imposer donc l'achat du CFA au niveau sur les comptoirs de change internationaux. Donc celui qui veut s'approvisionner en chocolat, puisque le chocolat ne se trouve qu'en Côte d'Ivoire, eh bien cette personne est obligée d'acheter à l'avance le CFA
pour ne pas subir les variations du coût du change. Et c'est comme ça que, petit à petit, la Côte d'Ivoire va imposer au monde le CFA, parce que tous ceux qui veulent s'approvisionner en chocolat seront obligés d'acheter du CFA avant de pouvoir acheter le chocolat en Côte d'Ivoire. Si vous voulez acheter aujourd'hui de Toyota, les Toyota ne sont produits que dans un seul pays, c'est au Japon. Donc, si le fournisseur japonais veut se faire payer en yens, vous avez beau avoir du dollar, vous avez beau avoir du rouble, vous avez beau avoir du yuan, vous êtes obligé d'acheter du yen. Et entre-temps, avant que la Chine ne soit deuxième puissance économique mondiale, c'est le Japon qui était derrière les États-Unis. Donc voilà comment on impose sa monnaie au monde et sa monnaie finit par s'imposer dans toutes les transactions. Ou lorsque vous allez par exemple en France, vous pouvez utiliser le CFA parce que celui qui vous prend le CFA, c'est qu'il va acheter du chocolat plus tard. Donc, il va accepter le CFA. Mais à partir du moment où la personne ne sait pas ce qu'il va faire avec le CFA, eh bien, lorsque vous lui présentez un CFA en Grande-Bretagne ou en Chine ou quelque part, il vous dira qu'il ne connaît pas cette monnaie. C'est le cas de la monnaie éthiopienne, c'est le cas même de la monnaie algérienne. Toutes ces monnaies-là de l'Afrique subsaharienne ne se sont pas imposées au monde parce que nos chefs d'État qui ont dirigé nos pays n'ont pas compris que pour que vous puissiez tirer vraiment des avantages comparatifs sur le plan économique et le commerce extérieur vis-à-vis de votre monnaie locale, il faut l'imposer au monde. Est-ce que c'est ce que le président russe essaie de faire en voulant, quand il fait face donc aux sanctions occidentales imposées par l'Europe et ses pairs, est-ce que c'est ce qu'il essaie donc de faire en leur demandant en retour de payer tout ce qu'ils ont l'habitude de payer chez lui en sa monnaie, en rouble? Il est obligé aujourd'hui d'imposer aux gens de payer les services ou les opérations, les transactions en rouble. Mais en réalité, ça ne s'impose pas. Si les opérations, les transactions, ou les biens ou les services dont il parle, si ces biens et les services, le reste de la planète ne peut le trouver qu'en Russie, oui, les gens seront obligés d'aller acheter du rouble et de payer en rouble. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous prenons l'armement, la Russie est le seul aujourd'hui à produire les S-300 et S-400. Ce sont des armements dissuasifs qui protègent chaque pays contre tout ce qu'on appelle le système balistique. Si aujourd'hui vous voulez payer un S-300, puisque c'est la Russie seule qui sait fabriquer les S-300, si la Russie demande à ce que vous lui payiez en rouble, vous êtes obligé de payer en rouble. Sinon, vous ne trouvez pas les S-300 nulle part. Mais en revanche, pour les autres produits, si celui qui veut se faire approvisionner peut arriver à trouver ce produit en Indonésie, à Hong Kong ou en Malaisie, et qu'il peut utiliser les dollars, il préférera aller chercher les produits en Malaisie, à Hong Kong. Alors, si vous avez le produit en question dont les gens cherchent, même si on peut le trouver à l'extérieur ou dans d'autres pays, mais si vous l'avez en quantité, est-ce que là, à ce niveau, vous pouvez imposer votre monnaie? Oui, le problème est simple. Vous avez une monnaie, la preuve, l'économie russe, c'est à peu près à un niveau de l'économie italienne, par exemple, puisque la Russie fait pas partie des cas d'or. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le rouble n'a jamais intégré le panier du FMI. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a que 5 monnaies qui sont dans le panier du DTS. Alors, le problème, il est simple. Vous voulez imposer votre monnaie au monde, vous devez, par la théorie des avantages comparatifs, déterminer le bien ou le produit, le service, que vous estimez n'appartenir qu'à votre pays ou qui ne peut être développé que votre pays et qui vous permet d'imposer à ceux qui veulent, aux clients qui veulent acheter ce produit, de leur imposer le fait que si vous voulez mon produit, il va falloir payer dans ma monnaie. Mais si la personne peut trouver une contrefaçon ou peut trouver le même produit dans un autre pays à la quantité qui lui convient, il est clair que si peut-être le taux de change, le coût du change ou les frais
tout ce qui est lié au coût de transport ne lui permet pas de s'approvisionner chez vous, eh bien, il va aller ailleurs. Donc, votre monnaie risque de ne pas se faire imposer. Et cette théorie des avantages comparatifs, c'est ce qu'a utilisé la plupart des dragons d'Asie qui se sont imposés petit à petit dans un certain nombre de produits. Si vous allez en Malaisie, on vous dira que si vous cherchez des composants électroniques les plus sophistiqués qui permettent aujourd'hui de fabriquer des ordinateurs de téléphone portable, il faut vous approvisionner en Malaisie. Donc, et ce pays s'est imposé dans ce service, dans ce bien-là, la production de ce bien-là. Donc aujourd'hui, s'ils veulent se faire payer dans leur monnaie, bien, celui qui veut acheter ces produits est obligé d'aller acheter sur les comptoirs internationaux de change cette monnaie-là avant d'aller s'approvisionner. Encore faut-il que la demande soit forte. Tout à fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut que votre... J'ai donné l'exemple du chocolat, enfin du cacao ivoirien transformé en chocolat. Il faut que vous atteigniez un certain seuil en termes de quantification. Et c'est ce que les pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas compris dès le départ et qui n'ont pas réussi à faire jusqu'à ce jour. Ce qui fait que vous prenez la monnaie algérienne, vous ne pouvez pas l'utiliser au Maroc. Vous prenez la monnaie marocaine, vous ne pouvez pas l'utiliser en Algérie. Alors qu'ils sont des pays Ce sont des pays qui sont voisins. Voilà. Donc, tout simplement parce que l'opérateur économique qui prend la monnaie algérienne ne sait pas quand il va l'utiliser et quel bien il va acheter avec. Donc, lorsque vous lui présentez la monnaie algérienne, il vous dit qu'il ne connaît pas cette monnaie-là. Par contre, lorsque vous lui présentez le dollar, il sait que dans les minutes qui vont suivre, il peut utiliser ce dollar pour acquérir d'autres biens. Voilà la problématique. D'accord. Alors, en parlant de ça, les temps modernes impactent sur l'utilisation donc des monnaies dans les échanges commerciaux entre les pays. Alors, on parle donc d'inflation, de fluctuations qui maintiennent certaines économies, notamment africaines, en berne. Pourquoi un tel phénomène? Non, ce ne sont pas ces phénomènes qui sont conjoncturels qui mettent les économies africaines en berne. Pendant 60 ans, nous n'avons rien fait. Pendant 60 ans, nous avons refusé de travailler. L'Afrique a connu plus de 250 coups d'État en 50 ans. Et nos pays, politiquement, ne sont pas stables. Nous n'avons pas réussi à avoir un modus vivendi sur le mode de gestion, le mode de transmission des pouvoirs politiques dans nos pays. Et c'est la mauvaise gouvernance qui est à la base du retard de l'Afrique subsaharienne. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. Je suis désolé. 60% des pays de l'Afrique subsaharienne ont leur monnaie depuis 60 ans. Mais aucun de ces pays n'est considéré aujourd'hui comme un pays émergent. Par contre, nous étions au même niveau que les pays asiatiques, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, et le Cambodge, le Vietnam. Tous ces pays-là, le Hong Kong, Taïwan, nous étions au même niveau. Ils étaient au même niveau que le Ghana, au même niveau que l'Éthiopie, un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948. Le PIB de l'Afrique était d'ailleurs supérieur à celui de la Chine. L'Afrique représentait 7% du commerce mondial en 1948. C'est énorme. Alors que la Chine représentait 0,9% du commerce mondial en 1948. Aujourd'hui, la Chine est autour de 14% du commerce mondial, tandis que l'Afrique subsaharienne se trouve à 2% du commerce mondial. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. Nous sommes d'accord? Alors, le problème, c'est que nous avons refusé de faire de la bonne gouvernance, refusé de pratiquer des politiques d'avantages comparatifs, de comprendre que lorsqu'on crée une entreprise, on doit tout faire pour que l'entreprise puisse prospérer pendant 100 ans. Je donne souvent l'exemple de Samsung et de la Sutoko. La Sutoko, c'est la société togolaise de coton. De coton, oui. Les deux entreprises ont été quasiment créées pratiquement dans la même décennie, la décennie des années 80. Mais aujourd'hui, le constat est... Aujourd'hui, nous venons l'année passée de vendre Sutoko après avoir consenti des efforts, des ressources, après avoir pris de la dette remboursée par les contribuables togolais pendant plus de 40 ans. Nous venons de vendre l'année passée Sutoko. Pendant le même temps, Samsung, qui a également bénéficié de l'aide publique au développement au départ, Samsung aujourd'hui pèse 40 000 milliards de francs CFA de total de bilan.
Voilà la différence entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Voilà pourquoi nous végétons dans un chômage endémique, dans la pauvreté, dans la misère, parce que les leviers sur lesquels les autres continents se sont basés pour permettre à leurs habitants, à leur population de prospérer, eh bien nous ne l'avons pas fait. Je crois que là, à ce niveau, c'est une question de gestion efficace. Absolument. D'accord. Alors, comment le franc CFA va-t-il se positionner par rapport aux nouvelles monnaies qui sont en gestation et qui veulent tout de même concurrencer cette monnaie des références qui est le dollar? Bon, le franc CFA, c'est trop dire pour se positionner. Le franc CFA, le cedi, le naira, la monnaie, le dollar kenyan, le dollar zimbabwéen, toutes ces monnaies de l'Afrique subsaharienne, ce sont des devises locales. Nous sommes d'accord? Ouais. Nous n'avons pas réussi à les imposer au monde. Donc, dire que le franc CFA va se positionner, ou même l'écho que tout le monde appelle tant, je pense que c'est de l'utopisme et de la rêverie. Pourquoi M. Erdogan a fini par se doter des S-300, des missiles antimissiles S-300 de la Russie? Pourquoi? C'est parce qu'il veut s'acheter une souveraineté, alors que la Turquie a déjà sa propre monnaie. Hein. Mais M. Erdogan a compris que pour avoir une souveraineté pleine et entière en termes de politique monétaire, de politique budgétaire dans son pays, pour pouvoir compétir sur le plan international, en commerce extérieur, il lui faut avoir une arme de dissuasion. Il ne peut plus se doter de l'arme nucléaire parce que beaucoup oublient que la Chine est parvenue à être deuxième puissance économique au monde. Beaucoup oublient que la Chine a l'arme nucléaire depuis 1948. Et c'est grâce à ça que la Chine s'est acheté une certaine souveraineté pour pratiquer, par exemple, ce que nous appelons le système de régime de change administré pendant plus de 40-45 ans, lui permettant de compétir vis-à-vis du dollar et des produits américains. Aujourd'hui, c'est ce que fait M. Erdogan pour se doter de cette souveraineté. Aucun pays de l'Afrique subsaharienne n'a cette souveraineté aujourd'hui. Donc, dire que le franc CFA va se positionner par rapport au dollar, c'est... Le problème, c'est que lorsque vous vous dotez de votre monnaie, si aujourd'hui, le Togo veut quitter le franc CFA, comme l'ambitionnent les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, qui veulent aujourd'hui avoir leur propre monnaie. Ce que ces militaires oublient, c'est que lorsque vous vous dotez d'abord de votre monnaie, il faut, enfin le préalable, hein, c'est-à-dire vous mettez en place une banque centrale, un certain nombre de banques secondaires, vous mettez en place une garantie, soit en devises étrangères ou en or, et vous coupez votre monnaie. Vous devez d'abord référencer cette monnaie vis-à-vis du DTS. C'est-à-dire les droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le FMI sache quelle est la convertibilité, le taux de convertibilité ou la parité entre votre monnaie, la nouvelle monnaie que vous venez de créer, et les droits de tirage spéciaux. C'est la première chose qu'il faut définir. Et ça permettra au FMI de savoir calculer aujourd'hui votre dette à la fois multilatérale et bilatérale, en fonction de cette monnaie-là. Aujourd'hui, on vient de mettre en place la banque des BRICS. C'est la même chose. Si le Mali se dote de sa propre monnaie aujourd'hui, le Mali doit calculer la parité de sa nouvelle monnaie avec le rouble ou le yuan, ou la monnaie utilisée par cette banque des BRICS. Tout simplement parce que la Chine voudrait avoir cette parité pour être en mesure de calculer et d'évaluer la dette chinoise ou les créances que la Chine détient sur le Mali. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez référencer maintenant cette parité aux grandes monnaies, c'est-à-dire le dollar, le yen, la livre sterling, l'euro et le yuan. Parce que, à un moment ou à un autre, vous allez devoir commercer dans cette monnaie-là. Donc, il faut que vous arriviez à évaluer votre parité de la nouvelle monnaie. Le franc CFA, aujourd'hui, beaucoup en parlent. Ils disent que c'est une mauvaise monnaie. En tout cas, nous sommes dans une servitude monétaire, comme le dit la plupart des gens. Et en réalité, lorsque vous analysez bien les fondamentaux du franc CFA, je peux vous dire qu'en créant l'écho
UEMOA ou l'éco-CEDEAO, Oui. il y aura ces mêmes fondamentaux. Pourquoi? Parce que les fondamentaux du franc CFA n'ont pas été mis en place parce que c'est la France. Les fondamentaux du franc CFA sont mis en place par rapport aux théories macroéconomiques monétaires. Et l'éco risque de subir les mêmes choses. Mais oui, les théories, ce ne sont pas les Africains qui les ont écrites. Je suis désolé. Par exemple, les plus grandes théories sur la monnaie, c'est Mundell, prix Nobel d'économie. C'est Fleming, prix Nobel d'économie. Les Africains n'ont pas écrit des théories. Toutes les théories que nous utilisons, aussi bien en politique monétaire, en politique budgétaire aujourd'hui dans nos pays, dans nos États, ce sont des théories que nous avons apprises dans la faculté. Et ces théories-là, ce sont les Occidentaux qui les ont écrites. Donc, vous n'allez pas, parce que vous avez une monnaie aujourd'hui, faire fi de cette théorie-là. Toutes les monnaies obéissent à cette théorie-là. Parce que lorsque vous avez votre monnaie et que vous voulez pratiquer une politique monétaire, eh bien cette politique monétaire se pratique dans un certain cadrage, avec des réactions à la fois de la Banque centrale et des banques secondaires. Politique monétaire, politique budgétaire, ce sont des politiques qui répondent aux théories budgétaires et aux théories monétaires. Nous n'allons pas inventer ces théories-là, puisque ces théories sont déjà écrites et l'Africain n'a écrit aucune théorie. Donc, le franc CFA aujourd'hui est dans une parité fixe vis-à-vis de l'euro. Oui. Demain, beaucoup disent qu'ils veulent un éco qui soit référencé à un panier de devises. Ça ne pose aucun problème, a priori. Sauf que ça ne se fera pas en dehors du poids du commerce extérieur, aussi bien de la zone UEMOA ou de la zone CEDEAO. Je m'explique. Si aujourd'hui, le poids du commerce extérieur de la CEDEAO, c'est 60% avec l'Europe, vous ne pouvez pas ne pas mettre dans votre panier référencé l'euro. Ah oui. Oui. Si le poids, nous avons le Nigeria qui pèse pratiquement 60% de la CEDEAO. Si le poids du commerce de la CEDEAO qui penche vers le Nigeria se fait à 60% avec la Grande-Bretagne, donc avec la livre sterling, vous ne pouvez pas ne pas mettre dans votre panier référencé de l'éco la livre sterling. Parce que vous n'allez pas commercer avec la livre sterling ou bien la Grande-Bretagne et dire que votre éco est référencé au yuan. Donc, vous allez être obligé de passer d'abord par le yuan avant de faire un taux de change vis-à-vis de la livre sterling, avant de régler vos fournisseurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour créer aujourd'hui un panier de référence de l'éco dont on parle, que ce soit l'éco UEMOA ou que ce soit l'éco CEDEAO, il faut d'abord analyser la structure du commerce extérieur de la zone UEMOA ou de la zone CEDEAO et en définir les poids par rapport aux monnaies qui correspondent à ces poids-là. Donc, si nous avons aujourd'hui un commerce de la zone UEMOA qui est à 50% avec l'euro, 20% avec le yuan, 10% avec le yen, 15% avec la livre sterling, et que le reste est en dessous de 10%, il est clair que le panier sera composé de ces 4 monnaies-là. Ah, voilà comment ça se fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est fatigué de la France, il est fatigué des Occidentaux, etc. C'est la théorie qui s'impose. Et lorsque vous avez une monnaie, vous êtes obligé, aujourd'hui nous sommes obligés de composer avec la théorie économique et nous ne pouvons pas faire en dehors. Alors, dans votre intervention, vous avez mentionné justement l'éco qui, si il est mis en place, sera porté par les pays francophones, anglophones et lusophones. Est-ce que cette idée d'introduction de la monnaie éco est vaine? Non, je ne dirais pas que c'est vaine. Moi, ce que je dis, puisque j'ai écrit déjà un document sur le franc CFA et la monnaie, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que nous soyons prudents, sinon nous allons détruire nos États. Il faut d'abord que nous ayons un certain nombre de stabilité, à la fois économique et politique, avant de vouloir voler de notre propre aile. Aujourd'hui, nous avons par exemple le virus du 3e mandat qui sévit. Donc on diront que c'est dans les pays francophones, que dans les pays anglophones, ce n'est pas le cas. Pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, les pays comme le Ghana ou le Nigeria ont commencé à véritablement faire de la tendance qu'il y a
15 ou 20 ans. Bah, il faut attendre pour savoir si exactement ça va se pérenniser. Alors, ce qu'il y a actuellement, nous avons deux sortes d'échos. Il y a l'écho UEMOA et il y a l'écho CEDEAO. Pour l'écho CEDEAO, ils nous disent que ça va être mis, je crois, on va commencer par fonctionner en 2027. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Et je vais te donner des raisons. D'abord, ils disent que pour l'éco CEDEAO, ils sont en train de vouloir avoir une monnaie flottante, d'accord? Et ils ne veulent plus de parité fixe, ils veulent une monnaie flottante, ils veulent une monnaie flottante administrée, parce qu'ils ont maintenu les réserves de valeur, et ils ont même maintenu une bande passante de 10%, de plus ou moins 10%, dans laquelle va fluctuer cette devise-là, l'éco. Mais ils disent que ça va commencer en 2027. Je pense que c'est juste une date politique. Dans la pratique, ça ne pourra jamais se faire. Peut-être c'est pour mettre en place certains processus pour en arriver. Rien que le choix de ce qu'on appelle les hologrammes. Lorsque vous voulez fabriquer une monnaie, il faut mettre dans chaque monnaie des pièces, des monnaies divisionnaires jusqu'aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire des pièces jusqu'au papier. Il faut mettre un certain nombre de graphiques, un certain nombre de photos que vous voyez sur les monnaies là. Juste ça, pour que les 15 États de la CEDEAO se mettent d'accord et valident, je pense qu'il faut 2 ans. Ce n'est pas un hasard lorsqu'on veut fabriquer une monnaie, par hasard qu'on détermine le nombre de biais à fabriquer, la couleur de ces biais, en monnaie fiduciaire ou en monnaie divisionnaire, le nombre de pièces qu'il faut fabriquer avec les valeurs de ces pièces-là. Eh bien, tout ceci se fait en fonction du rythme de croissance et du rythme de transformation des économies, d'accord, qui veulent se doter de cette monnaie-là. Donc, je disais que l'agenda de 2027 qui a été fixé par les chefs d'État et de gouvernement pour lancer l'éco CEDEAO, pour moi, est un agenda politique. Ça ne pourra pas se faire parce que rien que pour se mettre d'accord sur les hologrammes qu'il faut inscrire sur les monnaies, des monnaies divisionnaires jusqu'aux monnaies fiduciaires, et même sur les monnaies scripturales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura adopté cette monnaie éco, il faudra que les banques secondaires, dans leur logiciel de traitement, eh bien, puissent mettre sur ces logiciels-là la nouvelle écriture, d'accord? Donc, rien que pour se mettre d'accord sur les hologrammes qui vont être inscrits ou dessinés sur les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies papier, par exemple, monnaie de 10 000, monnaie de 5 000, de 2 000 francs. Aujourd'hui, nous avons 2 000 francs dans la zone CFA, nous avons 1 000 francs. Ce n'est pas le même découpage qu'au Ghana, ni au Nigeria. Donc, il faudra se mettre d'accord, non seulement sur les hologrammes, les couleurs, il faut se mettre d'accord sur les découpages, c'est-à-dire est-ce qu'il nous faut 50 francs éco, 100 francs éco, ou bien aujourd'hui avec la transformation de nos économies, c'est 150 francs qu'il faut. Comme nous avons eu 250, nous avons 250 francs au CFA aujourd'hui. Donc voilà, tout ça là, il faut se mettre d'accord là-dessus. Rien que pour ça. On a encore 4 ans puisque nous sommes qu'en 2023. Je vous dis que rien que pour les hologrammes, ils mettront 2 ans. Parce qu'il faut que les chefs d'État statuent là-dessus. Maintenant, il faut comprendre que si je prends le franc CFA aujourd'hui, dans son fonctionnement, le franc CFA a ce qu'on appelle des comptes d'opération extérieures. Nous en avons 32 dans 10 pays différents. Il n'y a pas uniquement le compte d'opération qui se trouve au Trésor français, non. Nous avons un compte d'opération de la zone UEMOA à la Fed, à la Réserve fédérale américaine, depuis 1967. Donc aujourd'hui, le franc CFA dispose de 32 comptes d'opération dans 10 pays différents, dans 8 devises différentes. Pour la monnaie éco, qu'il s'agisse de la monnaie éco UEMOA ou de la monnaie éco CEDEAO, ce ne sera pas fondamentalement différent. Il faudra que ces monnaies-là aient des comptes d'opération. Pourquoi? Vous ne pouvez pas passer par un compte d'opération qui se trouve dans la zone euro pour faire des opérations de commerce extérieur en Amérique latine. Ça ne se fait pas. Alors tout ça, là, ça devient compliqué. Hein? Oui, donc il faut avoir dans une banque centrale en Amérique latine un compte d'opération qui permette de régler et les engagements de la dette
et des opérations du commerce extérieur, c'est-à-dire nos exportations vers l'Amérique latine et nos importations de l'Amérique latine, il faut, pour des opérations de règlement et de compensation, avoir un compte d'opération dans une banque centrale en Amérique latine. Ouais. Voilà comment ça se passe. Vous ne pouvez pas avoir juste un compte d'opération en Europe ou un compte d'opération en Asie. Non. Aujourd'hui, nous avons un compte d'opération probablement en Chine pour le franc CFA, qui nous permet de régler toutes nos opérations du commerce extérieur avec l'Asie et tout ce qui est engagement de dette publique avec l'Asie. Donc, pour ECO-UEMOA ou ECO-CEDEAO, ça ne sera pas différent. C'est la même chose, ce sera la même chose. On aura le même fonctionnement. Parce que c'est comme ça que fonctionne le commerce international. Ce n'est pas nous les Africains qui allons modifier le fonctionnement du commerce international. Donc, pour remettre en place ces comptes d'opération, par exemple, une fois que la monnaie ECO-CEDEAO sera adoptée, il faut des années. Ça ne se fait pas en un clic. Même les 4 ans qui restent devant nous sont insuffisants. Même les paniers dont on parle, on veut que l'ECO soit référencé à un panier de devises. Vous ne pouvez pas demander à la Chine d'être une garantie à la fois de convertibilité de votre monnaie ECO vis-à-vis du yuan, sans pour autant aller négocier un contrat de garantie avec la Chine. Alors, il y a un phénomène avec l'avènement de ce qu'on dit des crypto-monnaies, des monnaies hybrides, des crypto-monnaies. Si nous prenons le cas, par exemple, donc, des bitcoins, de l'Ethereum et tout, est-ce que l'émergence de ces nouvelles monnaies peut se passer donc du système de SWIFT, qui reste quand même un système utilisé par la plupart des banques du monde entier? Moi, ça m'étonnerait. Mais c'est possible. Je crois qu'il faut comprendre, il faut que les gens comprennent d'abord les raisons pour lesquelles c'est un nombre de milliardaires se sont mis à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui les monnaies virtuelles. Parce que nous sommes passés de monnaies divisionnaires, qui sont les pièces, aux monnaies fiduciaires, qui sont les papiers, aux monnaies scripturales, qui sont les comptes bancaires, aux monnaies électroniques, et qui sont aujourd'hui, nous avons même les monnaies numériques, c'est-à-dire les T-money, les flous sont des monnaies numériques, les monnaies électroniques, c'est les cartes. Aujourd'hui, nous sommes en monnaie virtuelle. En fait, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies virtuelles. Pour moi, je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose par rapport à ces monnaies virtuelles-là, et c'est lié même à l'existence de l'homme. L'être humain est composé à la fois de parties physiques et d'une partie spirituelle. Et l'homme a toujours voulu, en tout cas, a plus de primauté sur le physique que sur le spirituel. Donc, l'homme préfère avoir la monnaie physique dans sa chambre ou dans un compte bancaire qu'il vérifie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Que de se contenter qu'à des chiffres. Voilà, que d'avoir un truc sur un ordinateur ou un téléphone portable et de façon indéfinie. Ça, c'est lié même à l'existence de l'homme. En plus, les monnaies virtuelles aujourd'hui n'ont pas de lien direct avec l'économie réelle. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter de la tomate aujourd'hui, vous ne pouvez pas valoriser cette tomate-là avec du bitcoin. Vous êtes obligé de passer par une monnaie de référence. Par exemple, le dollar, le yuan, l'euro ou le franc CFA, dans lequel cette valorisation a déjà été déterminée. Je crois que pour expliquer les raisons, l'une des raisons fondamentales que ces milliardaires ont créé ces monnaies virtuelles, en fait, c'est dans le cadre de l'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Il y a un certain nombre de groupes. Je prends le groupe HP, Hewlett Packard, qui fabrique des ordinateurs, le groupe Samsung, un certain nombre de groupes puissants qui se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup d'employés dans plusieurs pays, dans plusieurs zones. Et pour payer leur salaire, il faut faire des calculs de taux de change, de compensation de perte de change, de gain de change, etc., pour leur virer leur salaire. Donc, ils ont imaginé le fait qu'il y ait une monnaie qui corresponde, dont la valeur soit déterminée vis-à-vis d'un certain nombre de monnaies de référence, et ils ont inventé la crypto.
et ça leur permet également de faire de l'optimisation fiscale. Bon, il y a beaucoup qui se sont jetés là-dessus pour faire de la spéculation. Aujourd'hui, la crypto-monnaie sert essentiellement, en tout ce qui me concerne, enfin, c'est mon avis personnel, à faire de la spéculation. Donc, pour moi, face à ces genres de paramètres et d'obstacles, il serait difficile qu'on puisse intégrer, parce que le FMI a refusé aujourd'hui d'intégrer la crypto-monnaie dans ces systèmes. Voilà, système de référence monétaire. Et il y a un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui les pays qui dominent le monde, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui ne veulent pas que cette crypto-monnaie s'impose, parce que effectivement, il y a toujours cette fibre de souveraineté qui veut que ces États-là conservent leur monnaie. Et ça leur permet, à un certain moment, de définir, de déterminer leur politique monétaire budgétaire dans des crises. Et donc, ça sera compliqué. Ça a pris son envol, c'est en train de se mettre dans les habitudes. Je crois que ça va. L'exemple de la Centrafrique, ça m'a fait sourire parce que on ne met pas en place une monnaie virtuelle comme ça pour remplacer une monnaie comme le CFA ou je ne sais pas, et dans le cadre de l'administration, la gestion d'un État, comme ça, du jour au lendemain. Ce sont des aventures sans lendemain. Mais bon, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Parce que si je veux, par exemple, créer à One TV une crypto-monnaie, pour que les employés de One TV puissent se faire payer dans cette crypto-monnaie, ça sera fait rapidement. Rapidement. Oui. Par quoi qu'on dise, je crois que ces monnaies, ces crypto-monnaies ont quand même de l'influence dans le monde, dans les économies. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est vrai que ça attire. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus parce que le Bitcoin, avec la guerre en Chine, a chuté énormément. Et donc, beaucoup ont perdu de l'argent. Et voilà, et le risque, puisque ce sont des monnaies virtuelles qui n'ont pas de levier de stabilité. De traçabilité également. Voilà, de garantie. Donc voilà. Bon, pour quelqu'un qui peut-être qui nous suit et qui s'intéresse à ces genres de pratiques, achat, vente, chiffres. Moi, je lui dirais d'être très prudent. Mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques de toute façon. Donc, si vous voulez vous mettre dans les achats et ventes de crypto-monnaies, oui, mais savoir choisir lequel. Aujourd'hui, le Bitcoin est le plus répandu. Et donc, vous pouvez à tout moment, trouver de quoi vendre, de quoi acheter en Bitcoin. Mais il faut vraiment être prudent parce que c'est une monnaie qui, à mon avis, relève beaucoup plus de la spéculation que de l'utilisation réelle quotidienne, et qui, aujourd'hui, n'a pas, pour l'instant, un système juridique et de cadrage international, de reconnaissance internationale, donc qui est toujours dans l'informel. Donc, il faut être prudent lorsque vous voulez vous mettre sur ce genre d'opérations d'actifs. En tout cas, merci beaucoup pour ces notes d'éclairage. C'est sur cette note, ces questions de crypto-monnaie que nous allons donc clôturer cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que nous étions donc, et nous sommes toujours, puisqu'il y aura beaucoup de questions à développer par rapport à l'économie. Nous étions donc avec l'économiste, l'ingénieur financier, le président de l'association Veille économique et le coordonnateur de la coalition LIDAO, Dodi Nete Koumou, était notre invité. Moi, je m'appelle Bakr Saginta. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes sur One TV.